Si vous aviez 20 ans en 1805, auriez-vous fini soldat de Napoléon ? Était-ce la gloire qui vous aurait attiré ou simplement l'absence de choix ? Dans la plupart des cas, la réponse est plus simple encore. Un simple tirage au sort, avec un médecin et un papier officiel décidant à votre place. Retour donc sur la façon dont on devenait soldat sous l'Empire, du recrutement à la formation, et sur les raisons pour lesquelles tant d'hommes n'en sont jamais revenus. Recrutement des soldats. Quand on parle des guerres napoléoniennes, on pense tout de suite aux grandes batailles, aux cartes d'Europe couvertes de flèches, aux maréchaux célèbres et aux décisions stratégiques. Mais tout cela repose sur une chose très simple, des hommes. Beaucoup d'hommes et surtout des hommes qu'il faut trouver, équiper et remplacer en permanence. Entre 1792 et 1815, la France est presque continuellement en guerre. Pas une petite guerre locale, mais des conflits qui mobilisent des armées entières, et ce sur plusieurs fronts en même temps. Du Portugal jusqu'à la Russie, en Italie, en Allemagne, en Europe centrale, et même au-delà dans les colonies. Très vite, la question centrale devient donc celle du nombre. Comment alimenter cette machine militaire gigantesque ? Au début de la Révolution, la France compte surtout sur le volontariat. Beaucoup d'hommes s'engagent, par conviction politique, par patriotisme, parfois par pression sociale. Dans certaines régions, ne pas partir peut être mal vu, mais cet élan ne dure pas. Les campagnes s'enchaînent, les pertes s'accumulent, et surtout la guerre devient longue. On ne parle plus d'un engagement ponctuel, mais d'années entières sous les armes. Le volontariat ne suffit plus. En 1793, l'État franchit un cap avec la levée en masse. L'idée est simple, la nation entière est mobilisée pour la guerre. Les jeunes hommes combattent, les autres produisent, soignent et transportent. C'est une logique nouvelle, très radicale pour l'époque. La guerre n'est plus seulement l'affaire des soldats, elle devient l'affaire de toute la société. Mais cette mobilisation exceptionnelle ne peut pas durer indéfiniment. Il faut un système plus stable, plus prévisible et surtout plus administratif. C'est là qu'intervient un texte fondamental, la loi Jourdan-Delbrel, votée en 1798. Cette loi pose un principe très clair, tout Français est soldat et doit défendre la patrie. Concrètement, cela signifie que l'État se donne le droit de prendre des hommes dans la population quand il en a besoin. À partir de là, le recrutement repose sur deux voies. La première, c'est l'engagement volontaire. Des hommes âgés de 18 à 30 ans peuvent s'engager pour une durée fixe, en général 4 ans en temps de paix. Pour cela, il faut présenter un certificat de bonne conduite. Ce détail est important car il montre que l'armée ne cherche pas seulement des bras, mais aussi des hommes jugés fiables par les autorités locales. Pour encourager ces engagements, l'armée offre une solde plus élevée que celle des conscrits. Plus on reste longtemps, plus la rémunération augmente. Sur le papier, c'est attractif, mais dans les faits, ce n'est pas suffisant. Les guerres napoléoniennes sont trop longues et trop meurtrières. Le volontariat ne peut pas fournir assez d'hommes. La seconde voie devient donc la principale, la conscription. Échapper au recrutement. La conscription concerne officiellement les hommes âgés de 20 à 25 ans. Ils sont regroupés par classe d'âge. Les autorités locales tiennent des listes précises, nom, profession, domicile, et l'administration napoléonienne est très organisée sur ce point. Quand l'État a besoin d'hommes, il fixe un quota à chaque département, puis à chaque canton. On ne prend pas tout le monde, on prend un nombre précis d'hommes en fonction des besoins militaires du moment. Pour savoir qui part, on procède à un tirage au sort. Chaque jeune homme tire un numéro. Ceux qui ont les numéros correspondants au quota sont appelés en priorité. C'est un moment décisif. En quelques secondes, une vie peut basculer, mais le tirage au sort ne suffit pas. Être tiré ne veut pas encore dire partir. Vient ensuite une étape essentielle, le conseil de recrutement. Ce conseil réunit des autorités civiles et militaires. Son rôle est simple, vérifier si le conscrit est physiquement apte au service. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette sélection est très concrète. D'abord, il y a la taille. L'armée fixe des seuils précis. En dessous d'une certaine taille, on est exempté définitivement. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'un soldat doit porter son équipement, marcher longtemps et tenir la cadence. La taille devient donc un critère pratique, pas symbolique. Ensuite, on examine l'état général du corps, les membres, les articulations et la solidité physique. Une fracture mal ressoudée, une jambe instable ou bien encore un bras inutilisable peuvent suffire à être recalés. Certains critères surprennent aujourd'hui, mais ils sont parfaitement logiques dans le contexte de l'époque.
par exemple l'état des dents. Les cartouches sont en papier et le soldat doit souvent les déchirer avec les dents pour recharger son fusil. L'absence de certaines dents peut donc poser problème. Même chose pour les doigts. Le pouce et l'index sont essentiels pour manipuler l'arme. Leur absence peut entraîner une exemption. La vue compte aussi. Un soldat doit être capable de viser correctement, d'identifier des ordres et de se repérer sur le terrain. Il existe également des exemptions sociales. Un homme peut être exempté s'il a déjà perdu un frère au combat ou s'il est le seul soutien d'une famille. Ce n'est pas de la compassion pure, c'est une manière de limiter les tensions sociales et les révoltes locales. Face à ce système, certains cherchent à échapper. L'automutilation est attestée. Des hommes se blessent en effet volontairement pour être déclarés inaptes, mais l'État réagit très durement et si la mutilation est reconnue comme volontaire, la sanction peut être extrêmement lourde, jusqu'aux travaux forcés. Le but est dissuasif. Une autre solution existe, plus connue, le remplacement. En effet, un conscrit peut payer une autre personne pour prendre sa place. Cette pratique devient légale dès le début du consulat. Et ce système a un effet très clair. Plus la guerre devient dangereuse, plus le prix du remplacement augmente. Très vite, seuls les plus aisés peuvent se permettre de payer. Les plus pauvres, eux, n'ont pas le choix. C'est ainsi que l'armée napoléonienne devient en partie le reflet des inégalités sociales de l'époque. Une fois déclaré apte, le conscrit change de statut, il est désormais bon pour le service et à partir de là, la machine militaire se met en marche. L'entraînement du soldat. Après la sélection, le futur soldat reçoit un ordre de rassemblement. Il doit rejoindre la capitale départementale, puis être dirigé vers le dépôt de son régiment. Le dépôt est un élément central du système napoléonien. C'est là que les recrues sont officiellement intégrées à l'armée. On les enregistre, on les équipe et surtout, on les forme. À partir de 1808, l'organisation des dépôts est clarifiée. Chaque dépôt fonctionne comme une structure à part entière, avec plusieurs compagnies chargées de tâches différentes, comme par exemple équiper les recrues, assurer la formation, remplacer les pertes ou encore maintenir le lien avec les unités au front. Quand une recrue arrive, son nom est inscrit dans les registres du régiment. Ce geste administratif marque une rupture nette. Il ne s'agit plus d'un civil appelé, mais d'un soldat. Vient ensuite le serment. Le soldat jure obéissance aux lois de l'Empire et fidélité à l'empereur. Ce n'est pas une formalité symbolique, c'est un engagement légal et moral qui structure toute la discipline militaire. Puis arrive l'équipement. En effet, l'uniforme change le regard que le soldat porte sur lui-même. Il n'est plus un individu isolé, il devient un élément d'un ensemble. Cet uniforme est aussi une contrainte. Il faut l'entretenir, le porter en toutes circonstances et parfois dans des conditions très difficiles. L'arme, elle aussi, demande un apprentissage. Le fusil à silex fonctionne selon une série de gestes précis. Charger, amorcer, armer et tirer. Rien n'est instinctif et tout doit être appris et répété. L'entraînement commence donc par ce qu'on appelle l'école du soldat. On y apprend les bases, se tenir droit, marcher au pas, obéir aux ordres et rester aligné. Ces exercices peuvent sembler simples, mais ils sont essentiels. Sur un champ de bataille, une unité désorganisée est extrêmement vulnérable. Ensuite, l'entraînement devient collectif. Le peloton apprend à manœuvrer ensemble, puis la compagnie, puis le bataillon, qui est l'unité tactique principale de l'époque. La discipline n'est pas là pour faire joli, elle permet aux soldats de tenir sous la pression, dans le bruit, la fumée et la confusion du combat. Une formation bien tenue peut résister, une formation mal exécutée peut être anéantie. Quand les ressources le permettent, on pratique aussi le tir réel, non pas pour transformer chaque soldat en tireur d'élite, mais pour l'habituer au bruit, au recul, à la fumée et surtout à tirer au bon moment avec les autres. Le problème, c'est que l'armée manque toujours de temps. Le dépôt cherche à former correctement, mais les pertes au front exigent des renforts rapides. Certaines recrues restent plusieurs mois, d'autres partent après quelques semaines seulement. Ces soldats sont alors regroupés en bataillons de marche et envoyés rejoindre les unités en campagne. À partir de là, l'apprentissage théorique cède la place à l'expérience réelle. La marche, le bivouac, la fatigue, la faim, la maladie et bientôt le feu. C'est seulement à ce moment-là que commence vraiment la vie du soldat napoléonien. Et c'est cette vie-là, sur les routes et les champs de bataille, qui permet de comprendre ce que ces guerres ont réellement coûté humainement.
Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. Dans tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.